Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir en ce troisième jour du Ramadan, au matin, Hassan Khlifati. Hassan Khlifati, bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Rani Al-Tarif. Maintenant, je fais des émissions de l'APA, donc je peux C'est bien, oui, oui. Je t'écoute de temps en temps, sur 5 sur 5, il faut s'y faire, avec Linda. Il faut s'y faire, on diversifie notre offre. Hassan Khlifati, président directeur général de Alliance, merci d'être donc avec nous ce matin. Alliance, sponsor de l'invité du direct. Merci pour la confiance et pour l'accompagnement depuis de longues années. L'invité du direct est la plus vieille émission de Radio M. C'est parfait. 2013. Et le partenariat Tana, il est aussi long. Alors, grand plaisir. On va aborder l'actualité par son bout le plus immédiat, celui de la conjoncture. Le FMI a sorti une note de conjoncture la semaine dernière où il faisait une prévision de rabais de la prévision de croissance du PIB algérien de 2,7% à 2,3%, 0,4 de moins pour 2019. Est-ce que vous ressentez, vous, dans le secteur de l'assurance, un effet Hirak qui pourrait être l'explication de ce repli de la prévision de croissance? Si on parle de l'économie en général et du secteur des assurances en particulier, certainement qu'on le ressent. Non seulement le secteur des assurances, il subissait les contre-coups de dumping et des pratiques déloyales qu'on connaissait et qui persistent et qui n'ont pas encore disparu, mais l'effet Hirak fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une tendance qui aggrave cette baisse d'activité parce que on remarque que les types d'assurance, on va de plus en plus vers l'obligatoire qui n'est pas très cher, juste pour se couvrir. Mais les autres garanties facultatives, notamment ce qu'on appelle les risques non obligatoires, on a de plus en plus de difficultés à les placer. On va en dire un mot dans un moment, mais pour rester sur un plan plus macro, est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, inséré dans un réseau d'autres chefs d'entreprise, notamment au FCE, vous avez des retours inquiets par rapport à la conjoncture? Oui, si on revient à l'économie sur le plan macro, nous avons non seulement des inquiétudes, nous avons des observations très, très inquiétantes parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de politique. Des solutions politiques, de problèmes politiques, de cette impasse politique, mais peu parlent de l'économie. Mais l'économie, elle vit une situation très très grave. Pourquoi? Parce que non seulement les effets de la crise qui venaient de loin, avant le 22 février, n'oublions pas, non seulement les effets très pervers et destructeurs de la planche à billets qui n'a pas été, n'oublions pas que le Premier ministre de l'époque, il avait promis de faire accompagner la planche à billets par des réformes structurelles, avec zéro réforme jusqu'à ce jour. Donc non seulement ça, et maintenant nous avons d'autres phénomènes qui viennent s'agripper à cette situation. Nous avons la baisse de consommation. On a beaucoup d'unités de production qui sont en train de fermer parce que faute de... Vous êtes le premier qui dit, chef d'entreprise, depuis le 22 février, qui constate une baisse de production. Oui. De consommation. Oui, il y a une baisse de consommation. Moi, je parle avec les producteurs. C'est lié à la baisse les gens épargnent? Oui, ils ont peur, donc ils préfèrent garder leur argent. Non seulement ils épargnent, mais ils les font sortir de la banque. Aujourd'hui, les banques, comme on l'avait dit, il y a des banques qui nous ont dit que ce qu'ils ont remarqué sur le mois de mars, c'est 10 mois de retrait habituel, c'est-à-dire un retrait particulier et entreprise. Parce que les gens, ils préfèrent avoir leur argent à la maison. On ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait se passer parce que la conjoncture n'est pas encore claire. On ne sait pas on n'arrive pas à se projeter. Donc aujourd'hui, les banques, elles ont été asséchées.
Bon, je ne sais pas si la Banque d'Algérie elle a trouvé des moyens pour essayer de les réanimer ou de réalimenter, pardon. Et aussi un autre phénomène qui vient aggraver encore la situation, c'est le manque de crédit à l'investissement, parce que les banques aujourd'hui, par l'effet des enquêtes, l'effet de toute cette ambiance de suspicion, beaucoup de banquiers, et je le comprends, ils ont peur, ils ne veulent pas plus s'engager, surtout pour les entreprises privées. Et les entreprises privées, c'est elles qui portaient la dynamique de croissance dans le secteur industriel et de petites et moyennes entreprises. Donc tout ça fait... on pourrait ajouter, puisque pour l'échange, je pourrais aller dans le même sens que vous, les budgets de communication, d'habitude, Fermdan, ça augmente, et on a constaté autour de nous, nous avons un volet agence de communication, ça a baissé aussi. Alliance, vous avez fait ça aussi? Vous avez temporisé? Oui, on a temporisé, on a mis beaucoup de réserves dans nos ambitions. Et je pense que aujourd'hui, tous ces éléments font en sorte que la situation économique, elle est très grave. Elle est très grave. Il faut qu'on sorte de cette impasse politique le plus tôt possible, qu'on ait de la perspective, qu'on ait de la visibilité pour que les gens se remettent un petit peu au travail, parce que ça va aggraver le chômage. Qui dit chômage, ça va aggraver les maux sociaux, et on connaît la suite. C'est une boucle vicieuse, parce que le chômage, ça signifie moins de consommation, et donc la stagnation et la récession sera au rendez-vous. Un dernier mot quand même sur les impacts de ce climat sur le secteur de l'assurance. Tout à l'heure, vous me disiez que la partie obligatoire, bon, elle fonctionne, mais l'autre partie, celle où on protège des risques un peu moins automatiques, est plus difficile à placer. Il y a aujourd'hui... les gens épargnent, mais les gens pourraient aussi assurer des choses qu'ils n'assuraient pas avant, par la peur de l'émeute, par la peur notamment de l'émeute. Je pense à Youkous, par exemple, ce qui s'est passé, l'incendie de l'usine. Oui, cet incendie, je ne connais pas le contrat de cet opérateur, mais je suppose que l'incendie a été la conséquence d'une émeute. Et d'une émeute, ce n'est pas la couverture incendie classique et habituelle. Donc son assureur est en droit de dire que, parce que l'assureur assure l'ALIA, n'assure pas les risques sûrs. Donc la conséquence d'une émeute populaire, il y a des produits, il y a d'ailleurs, je profite de l'occasion, il y a pour les professionnels, il y a ce qu'on appelle l'EMP, émeute, l'assurance émeute mouvement populaire. Il y a aussi même l'acte de terrorisme de sabotage. C'est des assurances avec une surprime qui n'est pas très importante. Si je prends... vous rappelez-vous, en 2011, il y a eu beaucoup... Et là, nous avons même... il y a Géant qui a perdu son dépôt complètement. Voilà, donc on a lancé, depuis 2011, nous avons même ce produit qui a été agréé pour Alliance Assurance. Je pense que nous sommes encore les seuls, pour les particuliers, pour les véhicules. Donc nous avons ce produit, la surprime, elle est de 0,5%, hein, c'est-à-dire 5%, c'est-à-dire si on a un véhicule de 2 millions de dinars, c'est 20 000 dinars l'année. Mais ça vous assure la totale, parce que quand un véhicule est dans la rue et qu'il est incendié à conséquence des émeutes ou d'un acte terroriste, il n'est pas couvert par la tout-risque. Parce qu'il faut pas, la tout-risque, elle couvre pas ce genre d'événements. Donc, bon, on a eu la première année, on a eu quelques centaines de contrats. Après la crise, l'arrivée de la crise, les gens n'étaient plus friands de ce genre de produits. Mais pour les entreprises, avec la Selmia, les gens ne restent pas friands. C'est ça le bon côté de la Selmia. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous avions une crise économique qui venait de loin, nous avons une crise politique qui s'est aggravée depuis le 22 février, et nous sommes en train de muter doucement vers des actes de désobéissance civile un peu partout. Quand une usine incendiée par là, un restaurant incendié par là, donc, et tout ça, il faut que d'abord
qu'on sort rapidement de l'impasse politique pour qu'on stoppe ce genre d'acte qui est répréhensible, et aussi qu'on n'ira pas vers ces actes d'émeute qui font beaucoup de destruction. Alors, sortir, on va essayer de savoir quel est le meilleur scénario pour vous, chef d'entreprise, de sortir de ce que vous appelez cette crise, cette impasse politique. Mais il faut juste savoir qu'auparavant, que pour la Tunisie, le fait d'avoir une transition ne règle pas le problème des revendications sociales. Donc, le troisième étage de la fusée, ça pourrait être plutôt que de la désobéissance civile, plutôt de la revendication sociale. Vous vous attendez à cela autour de vous? Parce qu'on a eu quand même déjà des premières grèves qui essaient de profiter du rapport de force politique pour changer le rapport de force social dans les entreprises. Oui, bien sûr, il faut s'attendre à cela, mais pas dans le secteur privé? Si, ça existe, même peut-être moins dans le secteur privé que dans le secteur public, parce que généralement, le secteur privé, beaucoup d'entreprises ont ajusté leur salaire, ils sont plus efficaces en termes d'offres salariales et d'offres managériales que le public, parce qu'il y a d'autres conjonctures, et avec des déficits chroniques, ils n'arrivent pas à répondre aux revendications sociales de leurs employés. Mais je dirais que les revendications sociales sont légitimes, mais il ne faut pas profiter de ce rapport de force pour encore enfoncer les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de relancer la machine, de créer de la valeur pour pouvoir justement répondre à la revendication sociale. Parce qu'on ne peut pas répondre à une revendication sociale si nous n'avons pas assez de moyens. Donc je pense que ça viendra, mais bon, ça va être géré. C'est pour ça, je dirais le plus tôt possible que l'Algérie sera dotée d'une nouvelle gouvernance légitime ou d'une visibilité sur la période de transition, sur sa durée, sur ses mécanismes, et le plus tôt que les gens ils seront rassurés, ils seront apaisés. Le plus tôt possible pour Hassan Khelifati, c'est l'élection du 4 juillet? Non, enfin, aujourd'hui, le peuple algérien, et s'il y a un consensus au peuple algérien, c'est que l'échéance du 4 juillet n'est pas tenable. Donc, je pense que les autorités publiques, plus l'opposition, plus la société civile, doivent trouver les moyens de dialogue pour essayer de trouver... moi, je pense il ne faut pas que ça soit trop long après le 4 juillet, peut-être d'ici la fin de l'année, ou bien, pourquoi pas, faire les élections présidentielles le 22 février 2020, à l'occasion, c'est-à-dire le premier anniversaire de la marche du 22 février. Et donc pour vous, c'est déjà réglé, c'est-à-dire que le processus électif doit revenir par la case présidentielle, parce qu'il y a aussi le point de vue qui dit qu'il faut d'abord changer la Constitution avant de revenir à un processus électif. Moi, en tant que citoyen, moi, Hassan Khelifati, citoyen, je dirais, on doit doter l'Algérie d'une direction légitime dans les plus brefs délais, dans 6 mois, dans 8 mois. Et cette personne, ce président qui sera élu, les Algériens doivent élire un président qui s'engage sur un programme de transition démocratique avec un changement de constitution selon ce que veut le peuple algérien. Et sur un mandat, donc avec l'indépendance de la justice, les libertés syndicales, toutes les libertés pour les Algériens, les libertés d'entreprendre, toutes les libertés. Moi, je pense que parce que les exemples et les expériences qu'on a vues autour de nous, la Tunisie, l'Égypte, les débats sur les constituantes, c'est un débat qui risque de prendre beaucoup de temps. Et l'Algérie a besoin d'une direction légitime très rapidement, et après que cette direction légitime, elle engage, enfin c'est des choix. Moi j'ai dit. Non, vous avez pas. Non, je suis un sur 42 millions d'Algériens. Direction légitime, l'Assemblée constituante en Tunisie a généré Monsef Merzougi, qui était légitime parce qu'il était élu par l'Assemblée constituante, laquelle a été élue par les Tunisiens. Et Morsi était aussi légitime, mais malheureusement avec les clés de la présidence, on a tout de suite un conflit entre la présidence et l'armée. Vous ne redoutez pas de donner un mandat présidentiel à un président aussi intègre et patriote soit-il, qui hérite des mêmes prérogatives que celles dont disposait Bouteflika, et on voit un peu les tentations d'hyper-présidentialisme que ça peut provoquer. Mais j'ai dit que ce président, si on doit l'élire, il doit s'engager sur un programme dans
le changement de la Constitution, le rééquilibrage des pouvoirs. C'est-à-dire c'est un programme de transition démocratique. Sinon, pourquoi on va les lire? Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai dit, bien sûr qu'il va hériter, mais il aura toujours la société civile, la rue en face pour dire, monsieur, voilà votre engagement, commencez à le réaliser comme vous êtes engagé, on vous a élu pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut être clair. Le mandat, il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il soit clair. Et ce point de vue existe, il existe dans le mouvement, il est porté par certains partis politiques. Une dernière question peut-être au citoyen Hassan Khelifati. Vous dites fin de l'année ou 22 février, c'est une belle proposition pour revenir aux urnes, mais d'ici là, c'est une transition. Oui. Et ça veut dire qu'il faut quand même choisir le management, la gouvernance de cette transition. C'est pour ça que j'ai dit que le pouvoir, avec toutes ses composantes, y compris les partis du pouvoir, l'opposition avec et la société civile, il faut qu'on trouve un mécanisme de discussion pour arriver à un consensus, pour faire sortir. Les gens parlent de déclaration constitutionnelle à annexer à notre constitution qui va gérer la période, choisir des personnes, un gouvernement de transition, quels sont les textes qu'on va aller revoir c'est-à-dire les textes électoraux, la mise en place d'une commission d'organisation, de supervision et de proclamation, donner certaines prérogatives au président d'État de la transition qui sera entre autres le changement d'Iwali, le changement de certains textes. Un mot sur le gouvernement de cette période? Plutôt technocratique ou plutôt politique? Je dirais beaucoup plus technocratique. Technocratique pour gérer les affaires courantes et remettre le pouvoir à un pouvoir qui sortira des urnes dans 8 mois peut-être. Très bien. Alors, cette solution qui converge un petit peu avec ce qui circule dans les propositions, c'est une solution où la société civile aura un rôle à jouer. Elle est en train d'essayer de s'organiser à différents niveaux, les ONG, les ligues des droits de l'homme, les syndicats indépendants. Il manque la voix du patronat. D'ailleurs, la question s'est posée de savoir est-ce que le patronat, les représentants des employeurs seront présents à la conférence nationale qui va avoir lieu probablement d'ici la fin du mois de Ramadan. Est-ce que vous dites que le patronat doit être dans ce processus d'organisation de la société civile pour préparer une transition dont vous avez un peu décrit les orientations, ou vous dites non, le patronat a ses problèmes à régler, ils sont d'un autre ordre? C'est vrai que le patronat aujourd'hui, il est tétanisé par son embarcation sur le 5e mandat. Aujourd'hui, presque tous les patronats, y compris, il n'y a pas que le FCE, il ne faut pas l'oublier. On a tendance à l'oublier. C'est vrai, c'est bien de le rappeler. Oui. Malheureusement, tout le monde s'est engagé sur cette histoire du 5e mandat en tant que structure. Les individus, je pense que beaucoup d'individus n'étaient pas d'accord, mais bon, il y avait une conjoncture de peur Moi, je pense que le patronat doit avoir son mot à dire dans le cadre de la société civile. Comme partie prenante, comme une élite de la société civile, à côté des autres syndicats, à côté de toute la société civile, il doit avoir son mot à dire. Et après, que ce soit après qu'il y ait une synthèse de la société civile qui portera les aspirations, les revendications de la société civile, mais le patronat ne doit pas s'impliquer dans les choix politiques du pays. Je pense pour cela, il y a des partis politiques qui sont en train d'être et ceux qui sont même dans un épisode révolutionnaire comme en ce moment. Par exemple, pour faire des propositions, vous en avez fait quelques-unes, on peut imaginer que demain, on va parler de ce que va devenir le FCE. Le FCE va peut-être aussi faire une proposition de feuille de route dans la transition. Sans choisir, ça ne veut pas dire qu'on choisit des personnes. On choisit une ingénierie. Non, enfin, parce que ça sera très compliqué d'avoir un consensus. Parce que vous savez, dans un patronat comme le FCE ou d'autres, vous avez toutes les tendances. Il y a ceux qui veulent la constituante, ceux qui veulent les élections du 4 juillet, ceux qui veulent les élections un peu plus tard avec une période de transition. Donc je pense que ça va être un terrain glissant. Mais le patronat dans une société où il y a un débat entre les acteurs peut faire des propositions génériques mais qui ne sont pas engageantes pour l'institution, parce qu'il faut protéger l'institution pour qu'elle ne soit plus impliquée dans les jeux politiques. Alors, il faut protéger l'institution. On parle des organisations patronales. Dans le cas du FCE, c'est pas un peu trop tard, Hassan Khelifati? Comment? Des délégations là.
Oui, bien sûr, les dégâts sont là, mais c'est comme, vous savez, moi je dirais que il faut qu'on fasse la différence entre entre les institutions, l'État et le système et le pouvoir. C'est vrai que ce qui s'est passé avant le 22 février avec cette histoire du cinquième mandat, avec le soutien, avec l'implication de tout le monde dans cette histoire du cinquième mandat, je pense que les dégâts peuvent être dépassés si on reconnaît son erreur et on s'engage sur une rupture et une refondation et de dire voilà, oui, il y a eu des erreurs, il faut les assumer par des personnes bien précises qui les ont commises. Au nom des chefs d'entreprise, notamment, je reparle au nom du et les autres patronats et les autres syndicats. Mais aujourd'hui, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas oublier que le FCE, je dirais, il a subi le foudre des pouvoirs publics. Rappelez-vous, en 2009, quand il a critiqué la LFC, où l'ancien Premier ministre nous a attaqués, il a fait sortir les chefs d'entreprise publique du FCE, il nous a mis en quarantaine parce qu'on avait dit notre opposition, parce que le FCE à l'époque il pouvait s'opposer. On s'est opposé. C'est sur la présidence de l'État. Oui, sur la présidence, mais avec l'impulsion des collègues, parce que l'État ne l'aurait jamais fait si les collègues, dont moi j'étais partie prenante, nous sommes battus pour dire non à la LFC de 2009. Pourquoi on n'a pas eu ce même mouvement contre le soutien dont on savait, bon déjà le 4e mandat c'était chaotique, mais de soutenir le 5e mandat, pourquoi il n'y a pas eu ce même mouvement pour empêcher le président Ali Haddad d'aller dans cette direction? Parce qu'il ne faut pas oublier que 2017, Ali Haddad et sa première garde, son premier cercle, ils ont changé les statuts du FCE pour que la décision soit restreinte entre leurs mains. D'ailleurs, l'Assemblée générale dont parle Ali Haddad pour le soutien au 5e mandat à main levée ou bien le conseil exécutif dont il parle, c'est son équipe qui l'a choisi. Donc, ce n'était pas tous les membres du FCE. Donc ceux qui étaient là, c'est ceux qui étaient choisis par Ali Haddad. Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de sortir une voix discordante publiquement pour dire ça s'est fait en 2004 plus ou moins avec Saad Barab qui a bien fait comprendre qu'il était contre l'engagement politique du FCE et puis à d'autres moments. Oui. Pourquoi il y avait un affaiblissement des voix indépendantes au sein du FCE? Oui, il y avait beaucoup d'affaiblissement, il y avait beaucoup d'étouffement et il y avait beaucoup de peur. Les gens avaient peur. Attention, faut revenir dans le contexte. Hein, les gens, vous savez, en Algérie, avec une justice qui... De quoi on a peur exactement? De redressement fiscal? On a peur de redressement fiscal, on a peur quand on vous sort un dossier, qu'on vous met en prison, on a peur même si on vous fabrique un dossier, on a peur qu'on vous casse vos investissements, on a peur qu'on vous crée des problèmes à l'intérieur de votre entreprise, on a peur... Il y a tellement de moyens pour casser les chefs d'entreprise que moi, c'est-à-dire la conjoncture à l'époque, il ne faut pas oublier que la conjoncture à l'époque, il y avait une Algérie d'avant le 22 février, peut-être que les gens ont oublié. Mais il y avait aussi des chefs d'entreprise qui ne manquaient pas de dire toutes leurs divergences avec la banque qui ont quitté pour la plupart le FCE. Oui, bien sûr. On connaît quelques-uns, ce sont des amis communs, mais ils ont choisi cette voie-là. C'est vrai que leurs affaires n'en ont pas spécialement profité, mais je pense que c'est une position qui peut exister, qui peut vivre aussi dans le capitalisme algérien, que de ne pas être complètement sous... Le problème, c'est que les chefs d'entreprise ne devaient même pas s'engager sur le plan politique. C'est ça le problème. En tant qu'institution, en tant que après, chacun dans la sphère privée, il a le droit de soutenir. Mais cette... vous savez, je vais vous raconter un fait. Le 25 septembre 2014, quand l'ancien président s'est décidé à se présenter, et il m'a convié à une rencontre en tête-à-tête dans son bureau. On parle du président du FCE, Ali Haddad. Oui, Ali Haddad. Avant, pour m'annoncer, pour me demander de ne pas me présenter parce qu'il avait peur que je me présente contre lui, enfin, ou il avait une appréhension. Et en plus, il m'a dit voilà, texto, il m'a dit voilà, le frère du président et le premier ministre, à l'époque, m'ont demandé de prendre le FCE. Je lui ai posé la question, j'ai dit c'est Ali.
Est-ce que vous voulez prendre le FCE pour réaliser des choses pour l'entreprise ou la vie des entreprises, ou bien juste pour contrôler l'appareil? Bien évidemment, il m'a dit non, j'ai un projet, etc. Mais c'était ça. C'était pour contrôler l'appareil FCE au service de buts politiques clairement définis. Alors, il y a une élection le 24 juin prochain pour renouveler les instances du FCE et la présidence. On va y arriver très vite, mais en attendant, qu'est-ce qui a changé sous le mandat Ali Haddad? Les deux mandats Ali Haddad. Qu'est-ce qui a changé dans le management? Est-ce que le FCE a changé de statut? Parce que tout le monde dit, moi j'ai reçu M. Abdesmat, vice-président du FCE, qui était un peu le porte-parole dans les médias du Forum des chefs d'entreprise, qui sortait des chiffres sur le nombre d'adhérents, sur le fait qu'il y a une structuration par wilaya, que le Forum des chefs d'entreprise a changé d'échelle pendant cette période. Oui et non. Bien sûr, il a changé d'échelle. Maintenant, le FCE a des délégués partout. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, certes, il y a un peu plus de 3000 inscrits, je dirais pas adhérents, parce que pour la différence, c'est qu'il faut être à jour de ses cotisations. Moi, j'étais choqué quand j'ai vu la dernière liste de membres à jour de leurs cotisations. C'est quand même très peu, très peu, par rapport, j'oserais pas dire le chiffre. Donc, aujourd'hui, le FCE, sur la forme, il a changé. Certes, on a plus d'inscrits. J'insiste sur le mot inscrit. Et ceux qui sont pas à jour dans la cotisation ne peuvent pas voter en principe. Ne peuvent pas voter. Je me rappelle qu'un Balab a été éliminé de candidature à cause du fait qu'il n'était pas à jour. Oui, il n'était pas à jour de ses cotisations. Non, je pense que il avait démissionné. C'était ça. Il a essayé de se mettre à jour. On lui a dit non, tu as démissionné. C'était ça la différence. Donc aujourd'hui, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une démobilisation totale du FCE depuis 2 ans, depuis l'affaire du Forum africain. Les gens, les contre-coups du Forum africain ont fait que les gens sont décembre 2016. Voilà, décembre 2016, ça a commencé à se déliter. Et là, on se retrouve. Aujourd'hui, c'est vrai que le FCE a quelques moyens financiers, a quelques moyens, c'est-à-dire des terrains à gauche et à droite qui ont été attribués pour construire des sièges. D'ailleurs, moi je dirais, nous sommes le Forum des chefs d'entreprise et pas la foncière des chefs d'entreprise. Donc, c'est important de le souligner. Donc aujourd'hui, le FCE a besoin de remobiliser ses membres, a besoin de redonner espoir à ses membres, a besoin de rassembler, a besoin et que les gens reviennent au FCE, parce que sinon il va partir et toute cette histoire, parce que il y a eu n'oubliez pas que jusqu'à 2014 le FCE a produit beaucoup d'idées, a produit beaucoup de documents, a participé beaucoup dans le débat économique, les 50 propositions. Le FCE a été à l'origine du blocage de la loi sur les hydrocarbures de 2006. Les gens ont tendance à oublier. Nous avons été les premiers à dénoncer publiquement cette loi quand les gens quand d'autres structures étaient pour. Y compris la PM, donc les députés. Donc tout ça fait que aujourd'hui le FCE a une histoire, a des membres, mais je pense que sa gouvernance a failli les dernières années. Sa gouvernance, en se mettant au service de la conjoncture politique, a beaucoup failli. Et a détruit l'image du chef d'entreprise dans sa globalité auprès de l'opinion publique. C'est pour ça. Vous avez déjà été candidat à la présidence du FCE, c'était en 2012 2011. En 2011, l'année de l'entrée à la bourse d'Alger du titre. C'était le premier ministre qui m'a barré la route. Du titre Alliance. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui moralement prêt à porter un projet tel que vous êtes en train de le décrire et tel qu'on pourrait encore le décrire plus pour la présidence du FCE? En fait, moi, depuis le 2 mars, j'avais gelé mon appartenance. Bon, j'avais démissionné de l'exécutif à l'arrivée de M. Ali Haddad. Mais depuis le 2 mars, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, les membres du FCE, ils sont dans une situation un peu, ils savent pas comment ça va évoluer. Ils ont peur parce que
le départ précipité du président et avec tout ce qui s'est passé après pour les chefs d'entreprise, ça fait peur. Ils m'ont sollicité, j'ai beaucoup de membres, des anciens, des fondateurs, des actuels, des jeunes, des moins jeunes, partout, des délégués du Wilaya qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoutez, on veut que vous soyez le porteur d'un projet avec nous. J'ai dit, moi, si je viens pas pour la présidence, je viens pour un projet. Pour un projet, le projet, c'est un projet de rupture et de refondation. D'abord, de rupture avec les pratiques de gouvernance du passé, du FCE et surtout du passé récent. Une rupture avec la proximité trop prononcée avec la politique, notamment en termes de soutien, en termes de positionnement politique, je ne dis pas qu'on ne doit pas discuter avec les politiques. L'essence de la constitution de notre association, c'est de discuter avec les politiques, les pouvoirs publics, les autres associations, les partis politiques, mais d'être une force de proposition et de réflexion. Donc, bon, aujourd'hui... c'est quoi le plus gros risque, Hassan Khelifati, de porter ce projet-là dans le contexte que vous avez décrit tout à l'heure, qui ne s'est pas encore décanté au niveau politique, très simplement? Non, il n'y a pas eu d'alternance à la tête du FLN. Oui. On ne peut pas dire qu'il y a eu une alternance à la tête du RND. Oui. Il n'y a pas eu d'alternance à la tête du GTA encore. Oui. Pourquoi voulez-vous que la première alternance, si on peut considérer que vous êtes l'incarnation d'une alternance au FCE, puisse se produire dans le patronat? Parce que le pouvoir s'en désintéresse? Non, enfin, mais attention, moi je dirais qu'il ne tente rien à rien. Hein. Aujourd'hui, nous, on va proposer un projet de rupture et de refondation. Après, je pense que le patronat, comme c'est une sphère privée, qui est beaucoup plus ouverte sur la démocratie, sur les vertus de la démocratie, elle est moins sclérosée que... Tu n'as pas beaucoup montré jusqu'à maintenant, mais bon. Oui, bon, je le dirais comme ça. Donc, je pense qu'il y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer. Je pense que je suis confiant que ce projet de refondation et de réforme peut intéresser une majorité. N'oubliez pas, aujourd'hui, on va, bien que peut-être on va me le reprocher, j'étais le seul qui avait dénoncé le système de vote Camille, les derniers responsables, M. Ali Haddad et son équipe, et qui a exclu les membres. Mais l'élection va se dérouler selon ce modèle. Malheureusement, on aurait aimé qu'il y ait... Donc, selon ce modèle, ça veut dire que c'est pas les gens qui sont venus vous solliciter pour incarner ce projet qui pourront peut-être voter, peut-être que... Oui. Voilà. Oui. Mais peut-être parce que... Alors, sur ce qui s'est passé au Forum des chefs d'entreprise, la dernière sortie, parce qu'il est resté silencieux pendant un moment, elle n'est pas rassurante. La dernière sortie, c'était quasiment une moubaya'a à Ahmed Gaïd Saleh, je dirais même par l'ANP, le matin même de l'incarcération de Issa Al-Abrab. C'était extrêmement choquant. Et comment vous interprétez ça? Le Forum des chefs d'entreprise n'est pas sorti du cachir, hein, visiblement. Oui, je ne sais pas comment interpréter ça. Peut-être si j'aurais été président, peut-être je ne l'aurais pas fait parce que je considère que... mais je ne connais pas les motivations de ceux qui ont rédigé ce document. Bah, ils se cherchent un nouveau parrain. Non, le FCE n'a pas le FCE n'aura pas à chercher un parrain. Le FCE, son parrain, c'est ses membres. Ses membres, et c'est ça, c'est le seul et unique parrain. Et ils n'ont pas besoin de parrain. D'ailleurs, je dirais que même l'armée n'a pas besoin de soutien. Hein. L'armée, aujourd'hui, l'état-major, elle fait son travail, elle essaye de faire son travail et elle n'a pas besoin de soutien. Mais vous êtes d'accord pour dire que ce communiqué est une grosse maladresse? C'était extrêmement choquant parce qu'on s'attendait à ce que le Forum des chefs d'entreprise change de langage pour ceux qui assurent l'intérim. Oui, c'est le même langage, sauf qu'à la place de Bouteflika, on a Gaïd Saleh et l'armée. Oui, c'est toujours une offre de service. C'est-à-dire l'interprétation que c'est toujours de la politique. Donc il ne faut pas faire de la politique. Il faut s'éloigner le plus possible de faire de la politique ou de s'immiscer dans les affaires politiques. Mais tout de même, Hassan Khelifati, candidat à la présidentielle du FCE aux élections du 24 juin prochain, il faut quand même dire un mot sur ce qui se passe là, les poursuites judiciaires, les incarcérations, avant même les poursuites d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous allez être solidaire avec les chefs d'entreprise, au moins sur la partie procédure qui est assez choquante? D'abord, aujourd'hui, moi je dirais deux choses. D'abord, il faut consacrer deux choses, la présomption d'innocence et l'indépendance de la justice, ça d'une part. D'autre part, je remarque une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, bon, mis à part les dernières incarcérations, mais il y a jusqu'à une semaine, il n'y avait que les chefs d'entreprise qui étaient en prison. Donc, comme quoi,
presque on avait le sentiment que c'était les boucs émissaires qu'on voulait offrir à la population. Bon, après, la conjoncture a évolué, on a mis d'autres personnes. Bien sûr qu'il faut respecter les procédures, d'abord, il faut respecter les procédures, il faut respecter la présomption d'innocence. Est-ce que ce sera un thème de votre campagne? Non. Non, ma campagne, elle sera les thèmes de ma campagne, c'est la rupture avec la gouvernance, c'est-à-dire avec la politique, la consécration de un adhérent, une voix, la mise en place d'une nouvelle gouvernance, d'une nouvelle équipe autour de ce projet, et aussi des propositions, l'organisation du FCE pour faire sortir des propositions, parce que là nous allons vers une élection du 24 juin. Après l'élection, si le programme de rupture et de refondation il sera accepté par les membres, on va passer une période à réécrire les statuts, à réécrire la gouvernance pour passer à une autre assemblée générale pour pouvoir commencer à travailler sérieusement sur y compris moi je l'assume, hein. Moi personnellement je vais proposer aux membres deux questions importantes, c'est que est-ce qu'ils veulent rester syndicats, mais ça sera le vote de tout le monde, on va introniser le vote électronique pour donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Et aussi, est-ce que le nom du FCE doit être gardé ou on doit le changer? Moi, je suis favorable à un changement de nom. Après, c'est aux collègues de décider, mais à la majorité pour décider est-ce qu'on doit aller vers ce changement de nom dans les prochains mois. Favorable à un changement de nom du forum des chefs d'entreprise, sur le plan de la communication, on ne peut que vous le recommander. Est-ce que sur la question du syndicat, vous avez aussi un point de vue? Moi, je dirais que je dirais que peut-être dans une autre conjoncture, l'évolution vers un syndicat, ça aurait été normal. Ça a été normal qu'on passe de l'association à un syndicat. Mais vu la conjoncture, comment ça a été engagé, je pense qu'il y a un débat à avoir et je suivrai la majorité ce qu'elle va décider, si elle veut qu'on reste syndicat. Parce qu'aujourd'hui, le SVE, il a les deux agréments. Il est association et les syndicats. Donc, s'ils veulent que le syndicat doit être boosté, on le fera, mais toujours dans le respect des statuts, des lois de la République et de l'éloignement de l'implication politique au service de certains. S'ils veulent que le syndicat doit être mis en veilleuse et qu'on doit rester qu'association, eh bien, ça sera qu'association. Hassan Khalifati, est-ce que votre plus grand adversaire ne serait pas le fait qu'il y a une conviction au sein des chefs d'entreprise, notamment les plus gros d'entre eux, que pour faire avancer les agendas du patronat ou l'agenda du patronat, il faut être proche du pouvoir? C'est quand même avec ça que Ali Haddad a pu gouverner. Vous savez, oui, mais bon, si je fais le bilan d'Ali Haddad pendant 5 ans, il avait l'oreille du pouvoir, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a vendu, que ça allait être plus facile, mais ça ne nous a pas fait avancer sur nos revendications ni sur nos demandes. Mis à part, donc c'est un mythe de dire qu'il faut être proche du pouvoir politique pour... Non, aujourd'hui, le pouvoir politique en Algérie, bien sûr c'est un mythe, ça c'est un mythe, je vous dis, sauf pour le premier cercle, être proche pour avoir qui règle directement ses propres... Voilà, qui a son propre business, qui a réglé, qui a pris des privilèges peut-être, et qui a réglé ses propres problèmes. Non, moi aujourd'hui je dirais que le pouvoir, il faut qu'on ait des pouvoirs légitimes et qui rendent compte sur le plan politique devant des assemblées légitimes et c'est là où le pouvoir va écouter toutes les strates de la société, y compris les chefs d'entreprise, parce qu'il aura à rendre des comptes chaque 4 ans ou 5 ans. Mais aujourd'hui, nous, jusqu'à maintenant, nous avions des pouvoirs. Vous savez, vous avez des chefs de gouvernement qui faisaient des dégâts, 2 ans après ils reviennent, ils font encore plus de dégâts à l'économie, ils reviennent, ils ne rendent pas compte, ils repartent, ils reviennent. Donc, alors que les dégâts qu'ils font à l'économie nationale, si je parle que juste de l'économie nationale, je ne parle pas de tous les autres volets. Donc dans d'autres circonstances, si on avait c'est-à-dire un système
qui renouvellent les élites, peut-être la première mandature, ils seront éliminés parce qu'on va les juger. Donc, dans ce modèle vertueux que une association de chefs d'entreprise va travailler avec le pouvoir, et le pouvoir il sera intéressé pour réaliser les revendications, parce que ça sera dans son intérêt pour présenter un bilan positif à la fin d'un mandat. Mais quand vous êtes nommé par le fait de prince, Alors, nommé par le fait de prince, on peut imaginer que ce point de vue, maintenir le forum des chefs d'entreprise dans le giron du pouvoir, le nouveau, on ne sait pas à quoi il va ressembler, mais on espère qu'il sera démocratique. Il y aura sûrement une candidature qui va à une sorte de poursuite de l'ADN proximité politique qui existe dans l'FCE. Vous avez une idée de qui vont être vos challengers dans cette compétition électorale? Oui, il y a 3 groupes qui se détachent dans l'FCE. Il y a le groupe des anciens, des fondateurs, qui essayent quand même de peser, mais ils ont moins de poids maintenant parce que la structure c'est-à-dire du personnel a changé. On dit qu'en Ardennes s'est retiré. Se retirer, oui, bien sûr. Enfin, le premier président du Forum des chefs d'entreprise. Oui, le premier président et fondateur du Forum. Donc, ce groupe, il perd de vitesse. Il y a un autre groupe qui est les anciens proches de Ali Haddad, que ce soit dans le bureau, qui essaye, ou dans les wilayas, qui essaye de présenter une candidature et faire du Ali Haddad sans Ali Haddad en réalité, avec un nouveau visage, mais qui sortent de leur giron. Hein. Donc c'est leur droit aussi, hein. C'est leur droit, hein, bien sûr, d'essayer de contrôler, de continuer à contrôler l'appareil et d'exister, parce que peut-être ils croient aussi que c'est une protection de rester dans l'appareil FCE par rapport aux poursuites, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Il y a un autre groupe de réformateurs qui veulent réformer le FCE, qui veulent la rupture, qui veulent la refondation, qui veulent une refondation aussi du pacte social avec la société, parce qu'il faut on a dit qu'on doit mettre aussi des valeurs pour les chefs d'entreprise qui seront membres du FCE, respecter la réglementation, respecter les lois, payer ses impôts, protéger socialement ses employés, créer de la valeur pour le pays, ne pas. Donc, il y en a beaucoup, et je pense qu'ils sont majoritaires et pour changer l'image aussi des chefs d'entreprise. Pour changer l'image des chefs d'entreprise, parce que n'oublions pas que les chefs d'entreprise en Algérie, notamment privés, c'est eux qui créent de la valeur, c'est eux qui emploient le plus maintenant, plus que la fonction publique. Or, Sonatrach, nous sommes le premier créateur de valeur ajoutée, nous sommes les premiers créateurs d'emplois, c'est-à-dire plus que la fonction publique. Nous sommes pas que le FCE, je parle de chefs d'entreprise en général, même ceux qui ne sont pas dans le FCE. Donc le chef d'entreprise algérien, c'est quelqu'un qui participe à la création de la richesse dans ce pays, à la création d'emplois, aussi à rendre l'espoir dans ce pays. Hassan Khelifati, quand je vous écoute sur cette partie éthique importante des chefs d'entreprise qui pourrait être l'incarnation du projet de réforme que vous voulez porter, que vous allez porter pour l'élection du 24 juin, je me dis que vos meilleurs alliés sont peut-être en dehors du FCE, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui partagent ces valeurs-là, mais qui ont choisi de quitter. Et aujourd'hui, on parle d'une autre initiative fondatrice, d'une autre organisation patronale. Vous en dites quoi? D'abord, c'est l'un des objectifs, c'est que si on arrive à être élu, nous allons ouvrir la porte pour que cette élite revienne au FCE avec de nouvelles règles de gouvernance et de nouvelles règles et de nouveaux outils de gouvernance, parce qu'on veut rassembler, on veut réouvrir la porte à tout ce monde qui revienne, parce que le FCE c'est la maison des chefs d'entreprise. Maintenant, il y a des initiatives, dont une où j'en ai discuté. Créer un nouveau mouvement ex nihilo, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est à consacrer beaucoup. Moi, je dis que aujourd'hui nous avons déjà une institution qui est là, avec tous ses défauts, avec tous les dérapages et toutes les dérives qu'il y a eu. Mais quand même, elle reste c'est une institution avec ses membres qui sont respectables et qui sont là
pourquoi ne pas tenter de relancer cette belle machine qui était le FCE, de la restructurer, de lui donner vie et ouvrir la porte au rassemblement. Que d'aller créer un nouveau mouvement ex nihilo, c'est bien, mais ça prendra beaucoup de temps. Et après, bien sûr, vous allez me dire, et si vous allez échouer? Eh bien, si nous allons échouer, c'est possible aussi, parce que... une nouvelle organisation. Non, parce que si les gens veulent rester sur l'ancien modèle ou ils veulent rester conservateurs, c'est leur droit aussi, nous ne pouvons pas les obliger. Donc, on va essayer, on pourra réfléchir à d'autres structures. Alors, restons sur le scénario optimiste. Si vous êtes élu, vous pensez pouvoir attirer cette frange de chefs d'entreprise qui a divorcé avec Je ferai tout mon possible, d'abord en termes de dialogue, mais aussi en termes d'actes réels de réforme du FCE, réels de changement du FCE à l'intérieur, pour que ces gens reviennent dans une, c'est-à-dire avec confiance, et je suis sûr qu'ils cherchent un espace où les choses sont claires, où les objectifs sont arrêtés et où nous serons solidaires pour avancer pour l'économie nationale, ensemble. Un président du FCE qui vient du secteur des services, c'est un handicap ou c'est un avantage? Enfin, je ne viens pas que du secteur du service. Vous êtes un investisseur industriel. Oui, je suis un investisseur industriel, je suis un investisseur tout court, je suis un chef d'entreprise algérien. Après, bien sûr que moi, beaucoup de mes soutiens sont des industriels aussi. Hein. Donc, non, c'est pas ça le problème. Vous savez, la CGM au Maroc, c'était le président de Saham Group qui était dans le secteur financier et de l'assurance. Hein. Oui. Et ça n'a pas empêché qu'il a fait du bon travail, et après un mandat, il est parti. Il y a d'autres. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous ne sommes pas à la recherche d'un poste, nous sommes porteurs d'un projet. Après, c'est-à-dire, nous allons mettre aussi les moyens. Par exemple, l'une de mes propositions, c'est que le bulletin secret, il sera consacré pour tout vote, le vote électronique, et aussi une partie de l'exécutif, une bonne partie de l'exécutif soit élue directement intuité personnée. Même les vice-présidents, une partie des vice-présidents soit élue pour challenger le président, pour qu'il dise que si le président veut sortir de la route, ils peuvent lui dire non monsieur, nous avons la légitimité, c'est pas vous qui nous a nommés, mais nous avons la légitimité de l'urne, et on peut vous dire non monsieur, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. C'est pas ce qui se passe à l'UGTA. Un dernier mot, parce qu'on a très largement débordé sur cette question de la gouvernance. C'est bien, effectivement. Vous avez une assemblée générale des actionnaires le 23 mai prochain. Vous allez leur annoncer de quel type de nouvelles? D'abord, d'Alliance Assurance. Oui, d'Alliance Assurance. D'abord, ça sera une assemblée générale où nous allons d'abord parler de la conjoncture, où nous allons leur dire aussi qu'on a fait quand même beaucoup d'efforts malgré les contraintes pour dépasser le chiffre d'affaires de 5 milliards de dinars pour la première fois en 2018. Les résultats sont assez bons par rapport, je pense que nous allons distribuer aussi cette année un bon dividende. Je ne peux pas l'annoncer maintenant, mais donc que nous maintenons notre positionnement malgré toutes les contraintes, malgré toute la conjoncture, que nous continuons à progresser doucement mais sûrement, et que malheureusement la bourse ne suit pas, mais bon, ça c'est un autre débat, il aura besoin d'une autre émission. Mais bon, j'espère que nous allons leur annoncer ça en plein Ramadan, et ça sera bien pour la confiance dans le futur. En tous les cas, nous allons suivre de très près ce processus électoral au FCE, parce qu'on va le regarder comme un indicateur d'alternance, peut-être une première alternance à ce niveau dans les institutions de l'économie en Algérie. Inch'Allah, et Sahar Ramadan et à tous les auditeurs et à vos collègues. Merci Hassan Khalifati. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.